Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Alors, bonjour Meryl. Bonjour Faustine. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation dans Yes We Care. Alors Meryl, tu es People Team Lead chez Weglot, qui est une entreprise qui prouve qu'on peut croître rapidement sans jamais opposer bien-être et performance, et on va y venir. Weglot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution donc tout en un qui permet de traduire, gérer et afficher un site web multilingue sans écrire une ligne de code. Exactement. En 6 ans, l'entreprise elle est passée de start-up à scale-up rentable, avec plus de 30 millions d'euros de revenus annuels récurrents. Tu as presque 100% de rétention dans tes effectifs, avec seulement 3 départs en 3 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel pour des boîtes, des startups quand même, tout en travaillant 4 jours par semaine. Voilà. Donc vous savez clairement innover chez Weglot, semaine de 4 jours, télétravail flexible, politique de deuil renforcée, limitation des vols professionnels, intéressement identique pour tous. Vous incarnez clairement une nouvelle génération d'entreprises, à la fois ambitieuse, responsable et profondément attentive à la qualité de vie de leurs équipes. Donc, je vous propose de découvrir Meryl et de découvrir toutes les initiatives qu'elle a et surtout comment on fait pour ne pas opposer, comment tu réussis à faire pour ne pas opposer bien-être et exigence et surtout comment tu tiens cette promesse dans le temps sans que ça devienne une vitrine RH uniquement. Oui. Merci encore Meryl. Alors, j'ai une première question qui me brûle les lèvres parce que j'ai regardé ton parcours et tu as cette particularité d'être arrivée chez Weglot en tant que office manager. Tout à fait. Donc, qui est quand même assez rare, en fait, d'avoir un rôle aussi important en RH en venant de ce type de job-là. Enfin, c'est pas du tout du mépris, c'est un constat. Oui. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tout ton parcours, comment t'es arrivé, en fait, jusque chez Weglot et ce que tu faisais avant et tout ça? Oui, alors moi, du coup, j'ai commencé mon parcours en finance. J'ai fait un master CCA, comptabilité, contrôle, audit. D'accord, donc très Voilà. RH aussi. Et du coup, j'ai fait mes études en alternance. J'ai commencé donc en contrôle de gestion. Et je me suis vite rendu compte qu'il me manquait quelque chose, que je ne m'y retrouvais pas dans le sens que je voulais apporter dans mon travail, ce que je voulais faire au quotidien. Et dans une de mes expériences, j'ai découvert le poste d'office manager. Et moi, j'ai justement vu l'opportunité d'avoir une porte d'entrée vers les ressources humaines. Donc déjà, tu avais une stratégie, on va dire, de développement au sein de l'entreprise. Est-ce que tu peux juste expliquer, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est un office manager ? Alors, ça va vraiment dépendre de l'entreprise qu'on rejoint. Parce que moi, ce qui m'avait plu chez Weglot, c'est la fiche de poste qui était vraiment polyvalente. J'étais à la fois en appui financier, à la fois en appui ressources humaines, aussi pour les services généraux et pour les événements internes. Donc, quand j'ai rejoint Weglot, on était 10. C'est aussi pour ça que je pouvais faire autant de choses et bien. Parce que d'un moment, on ne peut plus tout faire bien quand on a autant de casquettes. Et du coup, on appelle souvent les office managers les moutons à 5 pattes. Parce qu'il faut... moi, je pense que d'avoir eu une casquette financière avant, c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir l'apporter chez Weglot. Mais quand on fait ce boulot-là, on l'a pas toujours. Donc, ça dépend vraiment aussi de ce que l'entreprise recherche. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé en tant qu'office manager ? En fait, tu as eu plein d'idées. Comment tu as réussi en fait, à grandir avec l'entreprise ? C'est aussi que quand on arrive dans une entreprise où on est peu, on grandit avec la croissance aussi. Du coup, moi, au début, je me suis dit que très très vite que les ressources humaines, c'est ce vers quoi je voulais aller. Et au bout d'un moment, j'ai eu cette polyvalence quand même pendant 4 ans. Et je suis allée voir les fondateurs en leur disant, là, je vais arriver à un point où je peux plus tout faire bien. Je pense qu'il faudrait recruter. Et j'ai eu la chance qu'ils me demandent dans quoi je voulais me spécialiser et quelle mission je voulais garder. Et naturellement, j'ai gardé mes missions en ressources humaines. Génial. Et alors, c'était quoi comme type de mission ? Tout de suite, on t'a dit, voilà, tu peux faire le recrutement, tu peux faire la gestion des carrières, on va dire la performance, des choses comme ça. Ils t'ont tout de suite fait confiance sur un spectre aussi délicat et... Alors,
Augustin et Rémi, donc Augustin Pro et Rémi Berdal, les cofondateurs, avaient déjà mis de très bonnes bases avant que j'arrive. Et du coup, moi, j'ai repris et après, j'ai apporté aussi ce que je pouvais. Du coup, le recrutement, moi, j'étais en appui en recrutement. Je faisais pas les entretiens, mais c'est moi qui organisais tous les process. Pour la performance, on a tous du variable chez Weglot. Donc que ce soit les équipes sales, mais toutes les équipes, même les équipes tech. Pour les sales, c'est 25% et pour toutes les autres équipes, c'est 10%. Oui, c'est rare, tech. Ouais. Du coup, c'est quoi les critères ? En fait, on a 3 critères. Donc, nos objectifs personnels qui sont fixés par trimestre et qu'on co-construit. C'est pas le manager qui arrive avec une roadmap. On échange et on co-construit ensemble nos objectifs. Le deuxième tiers, ça sera l'implication. Donc, comment on est engagé, comment on s'implique dans nos missions, ce qu'on apporte en plus, la veille qu'on fait, les idées qu'on propose. Tout ça, ça rentre dans l'implication, la collaboration avec les autres équipes. Et le troisième tiers, ça va être l'objectif Weglot. Tous les trimestres, on a un objectif de MRR pour Weglot. Et comme ça, on a tous un tiers de notre variable qui est lié en commun. Ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas, juste MRR, donc Monthly Recurrent Revenue, donc revenu récurrent mensuel, qui est donc un vrai indicateur pour les startups, les logiciels notamment. Hyper intéressant. On va creuser le sujet performance que moi j'adore. Ma question, c'était déjà juste aussi, qu'est-ce qui t'a fait postuler dans une startup ? C'est quand même 10 personnes, c'est quand même assez fragile. Je veux dire, c'est culotté. Enfin, je veux dire, c'est risqué. C'est que je veux dire. Est-ce que tu as toujours été dans des petites structures ? Ça t'a toujours plu, tu vois Non, j'ai été dans des plus grosses structures avant. Et je sentais que je manquais de voir un peu l'intégralité de mon travail. J'étais une maille parmi... un maillon parmi une chaîne. Et là, j'avais vraiment je voulais aller dans plus petit, mais je ne m'attendais pas à aller dans aussi petit. C'est vrai que 10, au tout départ, c'est pas la taille de structure qui m'attirait. Et vraiment, c'est la fiche de poste pour laquelle j'ai postulé. Je trouvais vraiment que l'émission était intéressante. Et après, dès que j'ai rencontré, que ce soit la personne qui avait mis l'offre et les fondateurs, vraiment, ça m'a donné envie de les rejoindre. Et c'est quelque chose qu'on a encore gardé aujourd'hui. Quand je parle aux personnes qui nous rejoignent, je disais, moi, l'impression que j'avais eue quand j'avais passé mon process de recrutement, on l'a encore maintenant, où vraiment, il n'y a pas de piège, on ne nous teste pas. C'est une discussion pour apprendre à se connaître, pour savoir si on peut collaborer ensemble, si on se projette, et les candidats et l'équipe, à travailler ensemble. Et vraiment, à chaque fois, quand on se rencontre, on a envie de rejoindre Weglot. Là, dernièrement, j'ai le retour d'un de mes collègues qui est arrivé en septembre, qui n'était pas à l'écoute. Donc, on a chassé via un cabinet. Et dès qu'il a eu le premier call, il était allez, c'est parti. Génial. Mais j'avoue que ça transparaît. En fait, moi, je t'ai découverte via des posts, LinkedIn. Et j'adorais parce que je trouvais que tu avais un ton très accessible et très simple aussi. Et pour autant, tu nous parlais d'innovation franchement assez rare quand même. Parce que beaucoup en parlent, mais peu le font, tu vois. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant, attractif, effectivement. Et du coup, je me posais la question aussi, comment ça s'est passé, si tu veux, les initiatives que vous avez mises en place, tu vois ? Est-ce que c'est toi qui, à chaque fois, voulu proposer des choses pour aller un peu plus loin ? Parce qu'en fait, ce qui est, je trouve, limitant aujourd'hui dans notre système et dans les RH au général, c'est qu'on a un modèle que je trouve un peu obsolète, qu'on n'a pas trop envie de challenger, et du coup, on a juste tendance à faire ce que la boîte d'à côté fait. Voilà. Et dans les startups, finalement, il n'y a pas tant d'innovation que ça. Parce que généralement, l'enjeu numéro 1, c'est juste la croissance. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'essayer des choses nouvelles ? Et c'est une autre question, mais qui est liée. Vous avez de l'actionnariat ? Vous avez levé des fonds ou vous êtes totalement indépendant ? On a levé des fonds. D'accord, donc vous pouvez faire pas mal de choses en ayant... Oui. D'accord, ok. Oui. On a levé des fonds, mais les fondateurs sont restés majoritaires. Ok. Voilà. Ah oui, donc oui, quand même. C'est important. Oui, pour lever des fonds, c'était aussi, donc c'était en 2000, il y a eu déjà une levée de fonds par Side Capital avant que j'arrive, c'était en 2018 il me semble, et en 2022 il y a eu une levée de fonds auprès de Partech. D'accord. Et en fait l'idée de la levée de fonds c'était aussi d'avoir des personnes pour nous accompagner
pour nous guider aussi stratégiquement, pour nous donner des conseils, pour qu'on évolue. Et vraiment, tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à présent, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça vient de plusieurs canaux. Ça vient soit des fondateurs, de l'équipe RH, mais aussi de toute l'équipe. Les fondateurs ont vraiment réussi à mettre une écoute de par toute l'équipe. Tout le monde est à l'écoute, ce qui fait que les gens osent proposer de nouvelles choses, que ça vienne que ce soit de tous les canaux possibles. Et donc là, je peux te donner des exemples par exemple, le congé menstruel. C'est une de mes collègues qui est venue en me disant j'ai vu passer ça, est-ce que nous, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place ? Je note et après, on en parle. D'accord, et donc toi tu vas te dire on peut tester, et on voit, c'est un peu du test and learn. Je me renseigne quand même d'abord. L'idée c'est de faire un peu de veille, qu'il a déjà mis en place, comment on peut avoir des retours d'expérience pour savoir un peu qu'est-ce qui a pu se passer. Si en plus c'est des entreprises avec la même typologie que la nôtre, et du coup on prend encore plus les conseils et on voit après comment ça peut s'adapter à nous. Du coup, le congé menstruel, je ne l'ai pas découvert par moi-même, c'est ma collègue qui m'en a parlé et j'ai trouvé ça vraiment génial de pouvoir comme mise en place. Donc c'est pour ça qu'après, à un moment, ça a été justement, proposé. Ça marche comment en fait ? C'est quoi ? C'est quand tu as vraiment des problèmes ou, Alors nous, tout est basé sur la confiance, donc on ne demande pas de justificatif médical. C'est vraiment un jour à poser possible par mois, qui n'est pas cumulable forcément. Et du coup... donc, un jour par mois Ok. Et du coup, si une personne de l'équipe, donc une femme, a des menstruations douloureuses, ne se sent pas capable de travailler dans les bonnes conditions, il y a dans notre logiciel un congé menstruel, on le pose. Les managers sont sensibilisés. Même une fois, il y a un manager homme qui est venu me voir en me disant « Personne n'a jamais passé de congé menstruel dans mon équipe. Est-ce que tu penses qu'ils sont à l'aise avec moi pour le faire ?» Voilà, donc on sensibilise beaucoup les managers à tout ce qu'on met en place. D'accord, donc en fait, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que donc on te donne une idée, toi tu creuses et quand même tu as toujours un peu t'as de la communication interne aussi auprès du management pour t'assurer que c'est bien mis en place, que c'est compris et compagnie. Sinon on peut pas engager, on n'engage pas si on fait pas ça à chaque fois. Donc on fait de la veille, on le met en place sur une période... on n'a pas toujours testé. Il y a des choses qu'on teste sur une période donnée, il y a des choses qu'on met en place directement. Et après, on voit si ça prend et on l'accompagne aussi au fur et à mesure pour vérifier comment ça prend et pourquoi ça prend. D'accord. Et j'ai oublié de te poser la question, vous êtes combien aujourd'hui ? 68. 68, quand même. Et donc, vous êtes... alors oui, c'est intéressant ce que tu me disais. Donc, c'est une super start-up, c'est une super entreprise qui est française. Oui. Donc, c'est important de le mentionner. Et tu me disais que vous êtes tous sur site, tous en France. C'est ça. Le bureau est donc dans le 10e à Paris. Et après, on a un tiers de l'équipe qui n'habite pas à Paris. D'accord. Voilà. Donc, et justement, la question qui suit, quelle est la politique de télétravail ? Justement, là, en ce moment, on la teste. Nous, déjà, elle a beaucoup évolué après Covid. Comme la plupart des entreprises, on s'est remis en question. La plupart reviennent tous sur tout ce qu'ils ont un peu accordé. Là, moi, ça me surprend. Vraiment, ça me surprend beaucoup parce que je pense que le télétravail, ça évolue avec la société, l'évolution des mœurs. Aujourd'hui, quand on voit, notamment, entre autres, c'est une partie de la population, mais les parents, ils me disent qu'ils ne savent pas comment ils feraient s'ils n'avaient pas de télétravail. Donc vraiment, je suis surprise. La vision que, pour les personnes qui reviennent en arrière, c'est quoi la vision qu'ils ont du télétravail ? Ouais, alors en fait, c'est marrant parce que je me suis aussi renseignée sur le sujet. Et bon, c'est vrai que tu as pas mal d'études qui ont été faites où il y a des enjeux de collaboration et de performance parce qu'en fait, on a tendance à vouloir travailler comme de la même façon qu'on faisait quand on était en physique, en fait. Et donc, on n'adapte pas assez, finalement, la façon de bien travailler, les bonnes pratiques du style on va être 40 dans une réunion, il y a un problème les gens ne savent pas prendre des décisions, quand ils se retrouvent dans un siège, en fait, ils ne se voient pas. Tu sais, genre, ils vont se retrouver physiquement, mais en fait, ils ne se retrouvent pas forcément, ou ils vont être en visio. Oui. Il n'y a pas assez de journées d'ancrage, il n'y a pas assez aussi de règles, entre guillemets, que tout le monde doit appliquer. Très bien. Donc, en fait, c'est une question plus de process, finalement, qui n'est pas assez adapté à ce travail à distance. Mais bon, après, ça, c'est sur certaines entreprises. Vous, si ça marche déjà très bien, c'est super. Et du coup, comment vous faites pour que ça marche bien, en fait ? Je pense qu'il y a des moments, il y a un sujet de confiance aussi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche bien ? Je pense déjà que tout le monde est très stipulé. On s'assure et on accompagne pour que tous les membres de l'équipe soient stimulés par leur mission, que tout le monde soit engagé, que tout le monde apprenne en continu.
Et je pense que ça donne envie de s'impliquer. Ouais, parce que justement, vous êtes à combien de jours aujourd'hui de télétravail par semaine ? Alors, en temps normal, on est à 2 jours possibles par semaine. Donc, sur une semaine de 4 jours, ça fait moitié-moitié. Oui, on va y venir. Voilà, c'est vrai. Voilà, je l'introduis. Ouais. Et là, en fait, on teste pour apporter un petit peu plus de flexibilité, plus raisonner en semaine, mais en mois. De venir 8 jours par mois. Et voir si ça apporte plus de flexibilité à l'équipe ou pas. D'accord. Et chacun... est-ce que c'est des managers, après, qui vont décider au sein de l'équipe tout le monde fait un peu ce qu'il veut? Alors, en soi, parfois, les managers vont recommander de venir, s'il y a des jours au bureau, de recommander... Enfin, soit, si les managers... Parce qu'on a des managers qui ne sont pas en Ile-de-France. Donc, quand ils viennent à Paris, ils vont aussi leur informer leur équipe de si les gens peuvent se rendre dispo et s'ils veulent venir. Et sinon, après, il y a des journées favorisées pour que tout le monde vienne. Mais sinon, après, chacun fait comme il le souhaite, comme ça marche le mieux pour l'organisation respective de chaque personne. D'accord. Et c'est quoi le pourcentage de gens qui prennent vraiment les 2 jours? En fait, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que les gens ont quand même envie de venir plus souvent que ce qui est autorisé? Il y a deux populations. Alors, il y a ceux qui viennent tous les jours. Quoi qu'il en soit. Ah d'accord. Il y a des gens qui aiment venir au bureau, qui n'aiment pas le télétravail. Ça existe encore? Oui. Et de tout âge, hein. Enfin, c'est pas forcément... Enfin, chez nous, les personnes plus âgées, ce sera au-dessus de 30. Ouais, c'est vrai. Donc, même, il y a des plus jeunes sortis d'école ou, dans les premiers... On fait partie des premières entreprises qu'ils intègrent, qui viennent tous les jours, qui aiment la vie... qui aiment la vie au bureau, l'énergie qu'il y a. Donc ça, je pense qu'il y a... une quinzaine de personnes qui viennent plus entre 15 et 20, facilement. Et donc toi, tu me dirais toute population ou plutôt les jeunes? Parce qu'en fait, les jeunes, ça m'étonne pas, parce que dans cette étude que j'avais vue, on me disait que, en gros, le présentiel, c'est génial pour apprendre par le comportemental. Oui. Donc en fait, c'est peut-être certainement une façon pour eux de monter en compétence en observant leurs collègues, tu vois. Oui. Un peu des deux. Peut-être un petit peu plus les personnes un peu plus jeunes, mais aussi plus âgées. Il y en a qui aiment beaucoup le fait de pouvoir... tous ceux qui sont au bureau, on peut quand même communiquer d'une manière différente. Après, pour tous ceux qui sont en télétravail, tout fonctionne bien quand même. Hein. Ouais, d'accord. Et donc, attends, les bureaux, est-ce qu'ils sont vides ou pas? Attends, est-ce qu'il y a des moments où ils sont vides? Est-ce que vous avez aussi le côté de la désertion du vendredi, tu vois, ou... Nous, ça va être d'une autre manière, parce que c'est une demi-journée. En fait, nous, on peut... La semaine de 4 jours, pour assurer la continuité d'activité, on ne travaille pas ou le mercredi ou le vendredi. D'accord. Donc, naturellement, il y a moins de gens. Ouais. Et c'est vrai que le vendredi, du coup, c'est plus vide, oui. Mais c'est l'effet aussi semaine de 4 jours. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu ne penses pas que le fait d'avoir intégré dans les objectifs un engagement un peu culturel, lié à l'entreprise, c'est ça qui fait que ça marche mieux, en fait moi, je le pense fondamentalement. Et ça, donc, comme je te le disais, c'était déjà le cas avant que j'arrive. Moi, quand je suis arrivée, j'avais ce variable-là. D'ailleurs, j'étais surprise. Je ne m'attendais pas à avoir du variable, moi, la première, parce qu'on parle des équipes tech. Mais en RH, c'est plutôt les recruteurs qui vont avoir du variable, pas toutes les personnes dans les équipes RH. Et donc, du coup, ça fait bientôt 7 ans que j'ai ce variable trimestriel et je trouve ça génial. Vraiment, ça permet d'avoir une vision. On a une vision de long terme, mais on a une vision aussi, qu'est-ce que je dois faire ce trimestre? C'est quoi mes objectifs? Une vision plus court terme qui nous permet aussi d'y voir plus clair au jour le jour. Et je trouve que c'est effectivement reconnaître l'engagement des salariés, en fait. Mais ma question sur le variable, parce que ça fait toujours aussi un peu peur parfois, est-ce que c'est un variable qui me permet, tu vois, d'avoir le salaire minimum, ou est-ce que c'est un variable cool plus, tu vois, Alors nous, en fait, à chaque fois, c'est dans le package. Donc, tu as par exemple une personne qui va vouloir un salaire de 55, elle aura 50 plus 5. D'accord. Ouais, donc il faut faire un petit extra mile, mais en même temps, c'est... Ouais. Et après, il faut dire aussi que nous, le variable, il est établi d'une manière à ce qu'il soit atteignable. C'est jamais... c'est ambitieux aussi, on est exigeant, mais on veut toujours que ce soit atteignable. Moi, par exemple, ça peut m'arriver un trimestre de ne pas avoir rempli exactement tous mes objectifs, mais si ça s'explique parce qu'il y a eu un changement de programme, parce que il a fallu faire preuve de flexibilité, ça ne m'empêche pas d'atteindre mon variable. D'accord. Et vous utilisez quoi comme outil pour ça ? Ça, c'est tout. On n'a pas d'outils qu'on utilise pour le moment. On les met sur le Notion. J'en étais sûre. Ouais, voilà. Quand tu me dis j'ai écrit le truc, je me suis dit, mais en fait, ils ont un Notion transparent, c'est ça non, pas forcément. Ça dépend des équipes. On voit pas tous les objectifs de chacun Si, globalement, mais personnellement, pas pour toutes les équipes. Oui, alors justement, quand tu me dis objectif personnel, qu'est-ce que tu entends par là ?
Ça va être personnel, ça reste professionnel. D'accord, mais je me demandais s'il y avait des trucs un peu plus, un peu plus perso, tu vois, de développement ou de... Ça va être plus à toi dans l'implication, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire en plus. Après, nous, on invite tout le monde à le faire. Enfin, en fait, on essaie toujours de donner les ressources de ce qu'on veut atteindre. Du coup, nous, tout le monde a une enveloppe de 2 000 € par an et par personne pour faire de la formation. Et ça, on convie, on fait en sorte quand même que tout le monde se forme et évolue au sein de Weglot. On souhaite vraiment qu'une personne qui sort de chez Weglot sorte enrichie, pour les personnes qui partent, vu que tout le monde, vu que quand même on a beaucoup de personnes qui partent. L'expérience, elles sont enrichissantes. Que toutes les personnes qui sont là, évoluent vraiment chez nous. Et alors, comment ils font pour les 2 000 €? Enfin, comment ça marche? Généralement, ils vont se former en ligne ou... Parce que vous n'avez pas d'outils de formation, on va dire, en ligne intégrés. C'est eux qui vont chercher à droite à gauche ce qui les intéresse. On a des plateformes pour les demandes courantes. Par exemple, pour tout ce qui est code, on a une plateforme chez Codecademy. Et donc, ça permet de se perfectionner sur tel ou tel langage. Pareil pour les langues, pour les personnes qui veulent se perfectionner, on propose aussi le cercle des langues. D'accord. Voilà. Et donc vous avez quand même des recos, peut-être des deals en interne. Mais moi, si je veux assister à un événement, parce que je pense que ça peut me aider à mon développement, avec cette enveloppe, je peux le faire. Oui, tout à fait. Moi, par exemple, cette année et l'année dernière, je suis allée au festival RH. D'accord, j'ai vu. Voilà, et j'en suis sortie vraiment enrichie. Enfin, il y a beaucoup d'ateliers et de conférences là-bas qui ont été proposés. Et du coup, ça faisait aussi partie de mon enveloppe de formation. Très bien, top. Ma question suivante, ça va porter sur la semaine de 4 jours, la fameuse. Alors, comment vous êtes arrivé à cette idée et alors comment vous avez mis ça en place surtout? Nous, là où ça facilite beaucoup les choses, c'est que ça vient des fondateurs. Quand je disais que tout ce qu'on a mis en place vient de différents canaux, donc là, c'est les fondateurs qui ont émis l'idée. Du coup, il y a un jour où ils se sont demandé comment on fait pour améliorer encore l'équilibre vie pro, vie perso chez Weglot. Parce que pour moi, la semaine de 4 jours, ça vient vraiment dans la continuité de tout ce qui a déjà été fait. C'est pas quelque chose qu'on sort du chapeau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer aux équipes? Je pense qu'il faut avoir une culture forte quand même pour y penser et pour le faire. Et du coup, moi, j'étais tout de suite emballée parce que je pensais déjà, avant même qu'ils en parlent, que c'est le futur du travail pour moi. Enfin, je pense sincèrement qu'on doit repenser nos modes de travail. Après, il y a plein d'outils pour le faire, plein de leviers. C'est pas forcément la semaine de 4 jours qui va pour tout le monde. Et puis la semaine de 4 jours, il n'y en a pas qu'une. Enfin, elle s'adapte aussi aux activités. Et nous, c'est comme ça qu'on a construit la nôtre, justement. On a fait de la veille. J'ai d'abord parlé donc aux entreprises qui étaient déjà passées en semaine de 4 jours, donc notamment le Welcome to the Jungle, les pionniers. Et on s'est beaucoup inspiré d'eux parce qu'ils sont dans le digital aussi. Et du coup, c'est là où on a vraiment le principe d'être off le mercredi ou le vendredi. On s'est inspiré d'eux. D'accord. Eux, ils avaient dû tester d'autres choses et ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même proposer 2 jours, sinon... Mais je crois... il y avait une entreprise de produits ménagers qui s'appelle Pimpan. Eux, ils avaient proposé... Avant, c'était n'importe quel jour. Et au bout d'un moment, on doit collaborer. C'est pas parce qu'on... Tu sais pas trop quand t'es là. C'est ça, exactement. L'idée de la semaine de 4 jours, ça n'altère pas l'ambition qu'on a, ça n'altère pas nos exigences, enfin, ça va justement avec. Et l'idée, c'est qu'on puisse continuer à collaborer, que ça n'altère pas tout ça. Donc, les 2 jours, ça permet de savoir qui est là quand. Et déjà, d'avoir 2 jours off, tu vois, la limite, c'est qu'on a moins de jours en commun. Par exemple, si moi, je suis off le mercredi et quelqu'un d'autre le vendredi, avec cette personne-là, on pourra collaborer que sur 3 jours. Donc, ça demande plus d'anticipation et plus... Faut vraiment s'organiser, quoi. Exactement. Voilà, et du coup, en fait, donc on a fait la veille. Après, on en a aussi parlé aux investisseurs, bien évidemment, pour être sûr qu'ils étaient d'accord, que eux, c'était OK qu'on se lance. Ensuite, on a parlé aux managers parce qu'on se demandait, on se disait surtout que c'était impossible que ça fonctionne si les managers eux-mêmes dans leur équipe n'arrivaient pas à le faire vivre parce qu'ils n'y croyaient pas. Et tous les managers étaient partants. Et ensuite, en fait, on a fait une documentation pour expliquer pourquoi on pensait à la semaine de 4 jours, comment elle s'organiserait chez Weglot, en quoi elle consisterait. Et en fait, un point hebdo où toute l'équipe ne s'y attendait pas. Les fondateurs ont présenté le projet. Ensuite, on a partagé la documentation et on a fait un questionnaire. Est-ce que tu penses que la semaine de 4 jours pourrait améliorer ton équilibre vie pro, vie perso? Et est-ce que tu veux tester la semaine de 4 jours? On a eu... ça a été complètement... on a eu un 100% de oui.
C'était oui pour tout le monde, ce qui a facilité aussi l'engagement dans ce projet parce qu'on n'a pas eu à fonctionner en 2 temps. Enfin, tout le monde a la testé en même temps. Enfin, parce que évidemment que si des personnes avaient dit non, on n'aurait pas imposé quoi que ce soit. Donc les personnes seraient restées en 5 jours, mais ça aurait vraiment fait 2 mesures différentes. Voilà. Et en fait, après, on a laissé 3 mois aux équipes pour anticiper le changement. Donc pour se réorganiser, pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour quand on allait lancer le test, ça allait permettre de faciliter justement ce test. Et après, une fois que cette période est passée, on s'est lancé pour 6 mois de test. Oui, c'est ce que je me posais la question, combien de temps ce qui permet de voir un peu l'impact sur le chiffre d'affaires. C'est ça, 2 fois 3 mois. Donc on a d'abord voulu faire 3 mois et après on se laissait la possibilité d'arrêter. Donc on a demandé à toute l'équipe, est-ce que vous voulez renouveler ? Oui. Donc on arrive au bout des 6 mois. Donc on voit d'abord avec les fondateurs qu'est-ce qu'ils pensent de la semaine de 4 jours et si ça s'adapte pour nous. Et ils étaient partants. Donc on a refait un questionnaire à toute l'équipe. Est-ce que vous voulez qu'on pérennise la semaine de 4 jours ? Oui. Et maintenant, ça fait 2 ans, test compris, qu'on est en semaine de 4 jours. Génial. Ouais. Ça a l'air tellement simple quand tu le dis comme ça. Oui. Alors que j'imagine... Mais en fait, ce qui est un peu contre-intuitif, c'est de se dire, OK, en fait, les gars, si vous arrivez à tout faire en 4 jours, je peux rajouter plus de boulot et en fait, on fait encore plus... 5 jours, sur 5 jours, en fait, ça veut dire que vous étiez en sous-régime, tu vois. T'as un peu ça peut être une interprétation. Mais surtout qu'en start-up, on a toujours un truc à faire. Oui. Tu vois, c'est ça que je trouve vraiment waouh, en fait, pour vous, parce que vous n'êtes pas non plus encore 300, enfin, tu vois, c'est pas non plus établi, vous êtes sur un marché très concurrentiel, enfin, tu vois, c'est déstabilisant quand même. Oui, mais justement, en fait, la semaine de 4 jours, c'est un projet qui a accéléré, qu'on se réorganise en interne. Qu'est-ce que parfois pouvait nous faire perdre du temps ? Comment on pouvait optimiser certaines réunions ? Par exemple, on faisait un point hebdomadaire avec toute l'équipe. On l'a passé en bimensuel. Et il y a toujours autant d'informations qui est partagées. Enfin, on s'est rendu compte que toutes les semaines, réunir toute l'équipe, maintenant qu'on est plus de 60, ça commençait à faire beaucoup d'implications. Alors que, toutes les 2 semaines, on a toujours autant d'informations. On faisait aussi un point produit, donc pour partager toutes les nouvelles features, tout ce qui avait été développé, tout ce qui avait été mis à ce qui avait été mis live. J'essaye d'éviter les anglicismes. Mais c'était déployé. Voilà, exactement. C'était déployé dans l'outil. Et du coup, ça avant c'était, on le faisait sous forme de réunion où tout le monde y participait. Et maintenant, c'est une vidéo qui est enregistrée et qui est partagée à toute l'équipe. Et chacun la regarde quand il peut. Ouais, d'accord, c'est hyper intéressant. En fait, c'est fou parce que ça oblige donc à observer tout ce qui fait perdre du temps, entre guillemets, ce qui n'est pas utile, et de valoriser beaucoup la synchronie. En fait, tout ce qui Exactement. Et pareil, maintenant, pour les réunions, on réfléchit à 2 fois à qui on invite. Ouais. C'est ce que je te disais sur la perte de temps. Quoi. Exactement. Et à chaque fois, il faut qu'il y ait un ordre du jour clair. On n'invite pas si on prépare pas avant la réunion, justement pour que s'il y a une personne qui se dise c'est peut-être pas utile que je sois là, qu'il puisse ne pas venir. Et est-ce que tu penses que tout ça, c'est vraiment ce qui fait que ça permet d'avoir ce quasi 100% de rétention qui est quand même staccanoviste, quoi. Nous, vraiment, ce qui est le plus important pour nous, c'est quand même que l'ensemble de l'équipe soit stimulé par ses missions, les tâches au quotidien. Enfin, ce qui remplit notre quotidien, c'est quand même le plus important. Ouais. Du coup, c'est ça que les managers, leur travail au quotidien, c'est de s'assurer que toutes les personnes dans leurs équipes soient stimulées et que tout le monde apprend que ça, c'est vraiment ce qui nous tient le plus à cœur. Et après, dans un second temps, nous, on souhaite apporter un bon cadre de travail. C'est vraiment là où on en rajoute une couche, où on pense que c'est des bonnes conditions de travail pour nous. Donc oui, évidemment que tout ce qu'on a mis en place participe à la rétention, mais pour nous, ça arrive dans un second temps. D'accord, oui, c'est vraiment le contenu du travail en premier. Oui, quoi. Exactement. Ok. Et est-ce que tu arrives à faire en sorte que toutes les équipes se mélangent aussi ? Comme il y a un peu un croisement et forcément tu vas avoir envie d'aller sur site quand tu as ton équipe métier avec laquelle tu bosses. Est-ce que tu arrives à retrouver un peu cette mixité, on va dire, dans les métiers au quotidien Là, on est sur la refonte de notre produit. Donc, évidemment, ça fait que là, toutes les équipes doivent travailler ensemble parce que c'est un projet commun. Mais aussi, après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a on fait des learning sessions
où c'est toutes les semaines, chacun peut aborder un sujet, soit tech, soit non tech, voilà, et le développer. Donc ça, on essaie que ça fédère aussi toutes les... Enfin, tu vois, parfois, il y a des personnes qui vont présenter leur métier. Tout le monde ne sait pas ce que tout le monde fait. Bon, bah là, par exemple, on a le métier de solution engineer. C'est quoi ? Et bah lui, pendant 1 heure, il va présenter ce qu'il fait au quotidien. Okay. Et ça, tu vois, c'est vraiment pour rendre plus accessible aussi les métiers de chacun à tout le monde. Aussi, on fait des déjeuners interteams. Du coup, où c'est 1 fois par trimestre. Tu vois, après, on doit aussi penser à préserver le temps. Donc, on ne le fait pas non plus trop souvent. Mais on a trouvé le rythme d'1 fois par trimestre où... tous ceux qui souhaitent participer donc s'inscrivent et on mélange les équipes et tu peux parler avec tu déjeunes avec d'autres personnes. Okay. C'est un peu les initiatives qu'on a fait pour s'assurer que tout le monde se mélange. Après, on fait aussi il y a plein d'autres rituels où on fait des apéros, des team building et là les équipes se mélangent aussi. D'accord. Et c'est quoi comme temporalité, Alors nous, comme l'équilibre vie pro, vie perso, c'est aussi préserver le perso. Oui. Donc on le fait pas trop souvent. Pas trop souvent. Les apéros, c'est 1 fois toutes les 2 semaines. Ok. Le team building, c'est pas mal quand même. Après, chacun fait en fonction de son emploi du temps, mais c'est possible du coup d'y participer. Moi, avant, j'étais dans une entreprise où c'était toutes les semaines. D'accord. Donc, bon, voilà. Ouais, ça fait longtemps que je suis plus dans une entreprise, donc je sais plus, mais ok. C'est pour ça. Et après, on fait un team building 1 fois par trimestre. On a un séminaire aussi par trimestre. Et après, on fait... pour aussi renforcer la collaboration par équipe, il y a des déjeuners d'équipe aussi. D'accord, ok. Et les fondateurs, eux, donc ils ont réussi à respecter la semaine de 4 jours, parce que c'est pas facile non plus. Quand t'es fondateur, t'es tout le temps sur ta boîte, quoi. Est-ce qu'ils ont réussi à être exemplaires sur tous ces projets innovants ? Oui, je pense que pour eux, c'est important justement de bénéficier des mesures qu'eux-mêmes mettent en place pour l'entreprise. Après, je pense que ça dépend des périodes, ça dépend aussi, tu vois, parfois, il y a des personnes qui travaillaient déjà le week-end. Donc, tu vois, la semaine quand on est en 5 jours, il y en a qui... Parce que c'était des gens qui avaient décidé de bosser le week-end, ah, oui, c'est ça oui. En fait, du coup, ils vont pas bosser un autre jour de la semaine ou... Ah non, ils font ça comme ça. Quand je te disais ça, c'est dans le sens où il y a des personnes qui d'eux-mêmes ne déconnectent jamais. Oui, d'accord. Tu vois. Et donc, du coup... je pense que ce qui se passe en 5 jours se reflète aussi en 4 jours. Il y a des gens, moi, ça m'arrive de temps en temps aussi, si je veux regarder un webinaire ou écouter un podcast, je me dis, je vais le faire sur mon jour off, comme ça, j'ai le temps. Ouais, d'accord, ok. C'est un temps en plus de réflexion. Exactement. Okay. Mais après, non, globalement, personne n'est convié à travailler sur son jour off. Les fondateurs ne contactent personne, ne travaillent pas aussi leur jour off et font attention à ce que on respecte la déconnexion. Donc, nous, l'idée, c'est aussi de programmer les messages. Oui, justement, je me posais la question, comment tu sais qui est off et qui est là, qui est sur site Notre messagerie interne, c'est Slack. Et du coup, sur Slack, on a un petit emoji pour dire qui est là, qui n'est pas là. Et donc, l'idée, c'est de respecter ces temps de déconnexion. Ok, très bien. Tu avais plein d'autres initiatives aussi que vous avez mises en place. Ouais. Une aussi que je trouve importante, même si elle n'est pas si innovante que ça, entre guillemets, mais c'est tout ce qui est autour du partage de l'actionnariat, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Nous, du coup, c'est pour l'intéressement. L'intéressement, comme ça fait 3 ans qu'on l'a mis en place, et on l'a mis d'une manière, comme on fait pour tout, l'expertise est déjà valorisée dans la rémunération. Donc là, en fait, pour l'intéressement, on a tous le même montant. C'est à partir du moment où on atteint un certain palier d'ARR, donc annual recurring revenue, on débloque tous le même montant d'intéressement parce que c'est tous ensemble qu'on arrive à atteindre ces paliers-là. Et ça, peu importe ton ancienneté ? Faut avoir, non, c'est au moins 3 mois. 3 mois, dis donc. Oui, c'est ça les règles pour l'intéressement. Okay. C'est 3 mois d'ancienneté et après, tu peux débloquer l'intéressement. Donc, sympa. Après la période d'essai, du coup, non, c'est une période d'essai, c'est plus court. Non, nous, c'est 4 mois, la première période. Donc, sympa, ok, trop cool. Mais ça, c'est réglementaire, hein. C'est pas nous qui avons fixé ça. Je savais pas, pardon. C'est pas lié à nous. Mais du coup, et après, c'est au prorata de ton temps de présence. Donc, si tu as été là 3 mois, tu auras le premier palier au prorata. Très bien. Et j'ai vu que tu avais aussi mis en place d'autres initiatives, dont une en fait autour du deuil. Donc comment gérer un peu le deuil. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler aussi ? Voilà, justement, tu vois, ça a été une initiative d'une de mes collègues de l'équipe RH, donc Marie, qui se préoccupait un petit peu du nombre de jours qu'on a
en situation de deuil, parce que si on veut comparer, quand on se marie ou on se paxe, on a le droit à 4 jours légalement, alors que quand on perd c'est un conjoint, conjointe ou un parent, on a le droit à 3 jours. Ouais. Donc c'est bien de célébrer les bonnes choses de la vie, mais c'est vrai que c'est surprenant dans des moments aussi difficiles et qui arrivent normalement pas tout le temps. Enfin, on perd pas tout le temps ses parents. Enfin, c'est pas des situations qui arrivent régulièrement dans la vie d'un collaborateur. Et du coup, Marie a soulevé ce sujet-là. J'étais tout à fait d'accord avec elle parce que aussi dans notre vie d'entreprise, c'est des événements qui arrivent malheureusement de plus en plus. Et on me disait comment est-ce qu'on pouvait accompagner davantage les équipes dans des moments où, ça arrive tellement pas tous les jours que on peut laisser plus de temps. Et donc, du coup, on a décidé d'allonger donc, nous, comme c'est en semaine, à 2 semaines. Donc, ça fait 8 jours en tout. Donc, on rajoute 5 jours. C'est bien. Pour que ça laisse le temps. Et après, une possibilité d'avoir 1 mois de télétravail possible. Donc, en fait, l'idée, c'est à chaque fois de laisser un peu chacun fait à la carte. Tu as la possibilité d'avoir ça. Voilà, choisis qu'est-ce qui te correspond le mieux pour... de un, que cette période soit avec le moins de charge mentale possible côté du travail, et à côté de ça, que le retour au travail ne soit pas non plus difficile, parce que parfois, quand on est entre 2 réalités, c'est difficile de reprendre le train-train quotidien comme s'il ne s'était rien passé. Ouais, c'est sûr, mais en fait, quand tu l'expliques comme ça, tu dis évidemment. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu dans d'autres boîtes ce type d'initiative. Alors moi non, c'était en fait Ilona Young, j'espère que je prononce bien son nom, qui a monté sa boîte qui s'appelle Soul, qui, elle, accompagne justement les entreprises dans le deuil. Enfin, qui ont des collaborateurs dans le deuil. Et donc, du coup, Marie avait vu ses travaux et elle s'est inspirée de ce qu'elle avait fait. Et justement, après, moi aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire de la veille auprès des communautés RH. Donc, pareil, il y a des Slack où on peut s'échanger les bonnes pratiques. Donc, voilà, une fois qu'il y a une proposition, je vérifie toujours qu'est-ce qui se fait ailleurs. Du coup, là, j'avais demandé. Et oui, il y a même parfois des personnes qui mettent des jours care. Parce que parfois, on peut perdre un proche, c'est son meilleur ami aussi. Oui, absolument. Ouais. Même son chien. Oui, proche, exactement. Toutes les personnes auxquelles on tient, que ce soit des petits animaux à 4 pattes ou des... non, mais j'avoue, c'est traumatisant. T'es pas à 100% dans ton job, quoi. C'est ça. Et donc, bon, nous, on n'est pas encore allés jusque-là, mais c'est des idées qu'on prend et auxquelles on réfléchit. Là, déjà, on voulait allonger les jours de deuil pour les situations courantes et à voir après pour les situations moins courantes, comment on les accompagnera. Et là, c'est pareil. Donc, dans le process, en gros, t'en as parlé avec les fondateurs. Ensuite, tu parles avec les managers. Tu testes ou pas, mais en fait, c'est un peu... et t'en parles ensuite à tous les collaborateurs. Voilà. Là, on s'est dit qu'on n'allait pas faire un test parce qu'il n'y a pas besoin de tester l'enfer, quoi. cette situation. Voilà. Mais du coup, on en a parlé, donc les fondateurs, on fait toujours une proposition et après, c'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils trouvent qui correspond à la culture de Weglot et comment ils veulent accompagner l'ensemble de l'équipe. Et après, une fois que c'est validé, on en parle aux managers pour recueillir leur retour et après, on le déploie. C'est super. Et en fait, c'est hyper frappant quand je t'écoute, à quel point finalement tu es extrêmement connecté avec tous les collaborateurs. C'est comme ça que tu as toutes tes idées, majoritairement. Et comment tu fais pour garder ce lien, en fait, cette proximité, même à distance, tu vois, puis surtout quand vous grandissez? Ouais, c'est sûr que là, je parle plus autant à tout le monde comme j'aimerais parce que même si on est entre guillemets que 68, on est quand même plus nombreux. Moi aussi, je fais du télétravail, donc je suis pas tous les jours au bureau. Donc après, l'idée aussi, c'est qu'on fait un questionnaire QBT une fois par an. On le fait en anonyme maintenant, donc là, on ne va pas voir directement je ne sais pas qui va remonter quoi, mais justement, ça permet aussi parfois de se dire peut-être que les personnes vont plus facilement faire leur retour. Et donc, du coup, chaque année, à chaque fois, on se remet en question avec les retours de toute l'équipe. Okay. Et c'est ce qui a pu... là, par exemple, le test qu'on fait pour la politique de travail, c'est suite au retour de l'équipe. On prend les retours et on se remet en question. Okay. Mais sinon, après, pour tout le monde, j'essaye au maximum de garder un lien. Après, maintenant, on est 3 dans l'équipe RH, donc ça fait 3 fois plus de liens possibles. Nous, on a beaucoup de chance. On est quasiment 5%. L'équipe RH représente 5% de la masse salariale. Donc ce qui est assez rare. Ouais. Et justement, c'est là ce que je te disais, ce qui est important chez Weglot, c'est qu'on nous donne les ressources pour bien faire les choses. Et là, c'est génial d'être à 3. Ça démultiplie justement les canaux de qui peut être contacté, sollicité, s'il y a des gens qui ont plus de facilité à parler à telle ou telle personne. Moi, à chaque fois que
que quelqu'un vient voir une de mes collègues, je suis très contente parce que il n'y a jamais d'ego dans tout ça. Je me dis, allez, c'est bon, on a mis tous les canaux possibles pour que l'ensemble de l'équipe s'y retrouve. J'ai l'impression que ça te caractérise aussi. C'est-à-dire que tu n'as pas un ego surdimensionné, tu es vraiment au service des autres. Parce que je te challengeais un peu, entre guillemets, juste avant, en disant, mais je comprends pas, il y a une DRH, il n'y a pas de DRH, team lead, je sais pas, on entend partout, mais on sait pas trop. Et donc, tu me disais, bah non, mais en fait, moi, je suis effectivement celle en lien direct avec les fondateurs, mais je m'en fous un peu du titre, quoi. Exactement. Moi, c'est pas là où mon ego est important, dans le sens où... Puis, il y a eu un post sur LinkedIn, il y a pas longtemps, justement, sur le sujet de... quid d'appeler que les rôles soient bien clairs pour tout le monde, être DRH, ou moi personnellement je sais que ma voix est entendue, j'ai pas toujours raison, parfois je me trompe, mais en tout cas je sais que j'ose donner mon avis, et parfois ça contribue aussi à là où on en est aujourd'hui. Donc du coup, moi à partir de ce moment-là, tout me va. Ouais, mais c'est vrai que l'image qu'on peut avoir d'un DRH, c'est quelqu'un d'un peu déconnecté, tu vois, de très porté sur de l'administratif, ou qui va gérer ses équipes, mais qui est finalement plus si en contact avec le métier, avec l'opérationnel, le terrain, quoi, finalement. Après, je me rends pas compte parce que nous, on n'est pas encore très gros, donc je me rends pas compte quand on gère des équipes de plus de centaines de personnes, de quoi il en est, mais je pense que c'est quand même important de ne pas être complètement déconnecté, parce que je vois pas comment on peut bien faire son métier si on sait plus pour qui on le fait. Ouais, en fait, je pense que la difficulté du RH, c'est qu'au fond, le RH sera toujours au service de l'entreprise et pas plus que du collaborateur. Parce qu'il doit avant penser à l'entreprise, finalement. Oui. Et ça, c'est ça qui est toujours un peu touchy, je trouve, dans les échanges. Quand on est collaborateur, on se dit, attends, est-ce que je lui dis tout? Parce qu'au final, il va pas bosser pour moi, en fait. Tu vois, c'est ça qui est... Pour moi, je nuance un petit peu, parce que pour moi, c'est un bon équilibre entre les deux. On participe au bien-être de l'équipe et à la santé de l'entreprise. Et parfois, il faut arbitrer, bien évidemment. On ne peut pas toujours dire oui. Mais il y a des moments où je pense aussi que... on participe quand même à être un pont entre ce que les collaborateurs peuvent ressentir et ce qu'on arrive justement après à arbitrer grâce au retour qu'on a. Et en fait, après, quand on écoute l'aventure Weglot, on a l'impression que c'est que des success stories, tu vois, quand tu me dis, tu vois, presque 100% de rétention, je me dis, c'est fou, donc tu n'as jamais eu besoin de licencier? On en a eu un, si. Quand même, t'en as eu un. Oui. Je vous dis, c'est le truc, c'est le paradis, votre boîte, quoi. Parce qu'il y a eu des moments, justement, plus difficiles. Est-ce que tu peux nous partager, justement, les deux côtés, quoi? Après, c'est qu'on est très, très exigeant dans le recrutement. Comme je te disais, on prend notre temps pour recruter. Ça ne veut pas dire que ça marche toujours, mais on a eu des périodes d'essai qu'on a dû arrêter. C'est jamais agréable. Ouais. Tout n'a pas toujours fonctionné à 100%. Il y a C'était avant que Marie arrive, parce que depuis que maintenant il y a quelqu'un qui est dédié au recrutement, on voit complètement la différence. Maintenant, là, il y a 100... Ah non, on a eu une offre pas acceptée cette année. Mais sinon, 100% d'acceptation des offres qu'on fait. Là, toutes les périodes d'essai ont été validées depuis qu'elle est là. Mais avant, on s'est trompé. Il y a eu on ne peut pas toujours avoir bon. À un moment, ce qui a été très dur pour moi, c'est que dans mon équipe, on a recruté une personne catastrophe. Une personne misogyne qui faisait des remarques genrées, des remarques aussi. Nous, on a 10 nationalités dans l'équipe, des remarques sur les nationalités. Catastrophe. On a dû arrêter la période d'essai. Et ça, tout le monde a été soulagé. Ça a été un très bon message envoyé à l'équipe parce qu'au niveau des compétences, tout allait très bien. Et après, il a fallu tout reprendre, recruter quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été le meilleur moment à passer, mais c'était nécessaire. Et l'équipe a remercié cette action, justement, parce que là, c'était quelqu'un qui allait perturber l'équilibre qu'on avait. Ok, donc évidemment, ça vous arrive aussi. Ah oui, bien sûr, bien évidemment. Et c'est vrai que j'avais remarqué aussi, avant d'avoir ce rôle que tu as actuellement, tu étais en charge de la culture. Oui, là, chez Weglot. Ouais, en fait, avant, j'ai l'impression qu'il y avait un poste dédié vraiment à la culture, ou j'ai mal lu. C'était combiné. C'était combiné, d'accord, ok. Je me suis dit, mais dis donc, les mecs, quoi, ils sont dingues. Ils ont réussi à faire un poste là-dessus, juste là-dessus, tu vois. Pas que là-dessus, mais pour le coup, on a fait notre culture book. Nous, nos valeurs, c'est toujours les mêmes depuis la création de Weglot. Elles ont été, moi, j'y ai pas participé. C'était déjà posé par les fondateurs. Et c'est toujours les mêmes parce que on évolue, mais en gardant notre ADN.
Et ça, c'est hyper important pour nous. Tu vois, par exemple, nous, dans nos valeurs, il y a la bienveillance. Ce mot a été utilisé à tort et à travers. Et parfois, ça fait rire quand on en parle. Alors que nous, on y croit. C'est vraiment notre valeur la plus importante chez nous. Et dans tous les rapports d'étonnement, un rapport d'étonnement, c'est quand une personne arrive et on lui demande ses retours au bout d'un mois et demi quand elle est chez nous. Tout le monde le ressent, ce côté bienveillant. Et on y travaille, on y tient. Du coup, c'est quelque chose qui a toujours été important. Ça se ressent, je suis d'accord, quand tu racontes. Non, mais en fait, si c'était pas bienveillant, les gens resteraient pas, déjà. Donc, ok, non, hyper clair. Et il y avait d'autres initiatives aussi que tu avais lancées. Donc, alors, je sais pas si j'ai bien lu sur le vol. Ah oui, on a une politique de ne pas prendre l'avion, de réduire au maximum. Ah oui, d'accord. Ok, je pensais que le vol, tu vois, je me dis, mais de quoi on parle là? Okay. Oui, le vol, ok, oui. Donc c'est vrai que vous essayez de privilégier le train pour tout. Déjà, pour les déplacements de l'équipe qui vit pas en Île-de-France, on n'autorise que les déplacements en train. D'accord. C'est hors de question de faire ces déplacements en avion. Ça, c'est des demandes qu'on n'acceptera jamais, et tout le monde le sait. Et après, on essaie au maximum de se faire représenter dans les pays où on sponsorise des événements, où on est dans des salons. La plupart du temps, on a des ambassadeurs. Et après, quand il faut que ce soit une personne de l'équipe qui nous représente, et c'est à plus de 5 heures de trajet, c'est à seulement ce moment-là. D'accord, oui. Oui, les États-Unis en train, c'est compliqué quand même. Exactement. Donc là, on a essayé de limiter au maximum notre représentation là-bas, mais il y a des moments où il y a quand même des personnes de l'équipe qui doivent être là. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres initiatives que j'ai pas citées aussi, que vous avez, je sais pas, innovantes, intéressantes, tu vas partager nous, après, là où ce qui est hyper important pour nous, c'est la parentalité aussi, parce qu'on a de plus en plus de parents dans l'équipe. Du coup, c'est pas très innovant, mais on a allonger le congé maternité de 8 semaines et le congé second parent de 2 semaines. Et après, sinon, nous, ce qui est très important aussi, c'est l'accompagnement pendant tout le congé. Tu vois, par exemple, là, j'ai une de mes collègues qui n'est pas là pendant 8 mois parce c'est son 3e enfant. Donc, c'est 6 mois de congé légal et 2 mois qui sont rallongés par Wiglot. Et du coup, tous les mois, je lui envoie un petit mail pour lui donner des nouvelles de l'équipe. Tu vois, donc, je lui parle pas du tout du business parce que là, l'idée, c'est pas que ce soit en stress, quoi. Exactement. Mais je lui parle de tout ce qui se passe dans l'équipe, qu'elle arrive et qu'elle se dise pas qui sont ces gens, qu'est-ce qui s'est passé. Où est parti machin. Voilà. Et du coup, ça, tu vois, c'est des mesures parce que oui, on est rentable. Oui, on a du coup la possibilité de mettre en place et d'essayer de faire des choses. Après, c'est pas parce qu'on est rentable qu'on doit utiliser la trésorerie de cette manière-là. Donc là, c'est vraiment un choix des fondateurs. Mais il y a aussi pas mal de choses qu'on peut faire qui coûtent pas forcément d'argent. Et c'est juste, entre guillemets, direct parce que c'est du temps. Donc indirectement, c'est du temps à prendre. Et je sais qu'elle apprécie beaucoup de recevoir son petit mail où je lui donne des nouvelles. Et j'en prends aussi parce que l'idée, c'est de savoir comment elle va. Et elle est venue plusieurs fois à des événements alors qu'elle était pendant son congé maternité. Donc pour nous, ça nous fait super plaisir. Ouais, en fait, je trouve que c'est aussi une vraie preuve de bienveillance. On y revient. Mais c'est très. Mais oui, mais j'y tiens à parler de ce terme de bienveillance parce que vraiment, je pense que sa signification s'est un peu étoffée au fil du temps avec les entreprises qui voulaient l'estampiller, mais où c'était vraiment pas le cas. Alors que nous, vraiment, Non, mais c'est ce que vous faites là, c'est hyper inclusif. C'est-à-dire que la personne, au bout de 8 mois, elle peut vraiment se sentir déconnectée de tout, tu vois, oubliée. Et là, avec ce petit geste, je trouve que c'est vraiment sympathique. Et quoi. Autre chose aussi qu'on fait, c'est qu'on a dans l'équipe des personnes qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne. Donc il y a tous ces sujets de visa. Là, on a des personnes qui demandent la nationalité aussi. Et nous, par exemple, on paye les timbres fiscaux. Pour aider ces personnes. Le moment où il y a des rendez-vous à la préfecture, on offre la demi-journée pour que ce ne soit pas une source de stress, parce qu'on sait déjà que c'est tellement difficile ces démarches qu'on essaye d'accompagner. On donne des cours aussi de français pour les personnes qui veulent vraiment s'améliorer. Et en plus, là, par exemple, tu vois, il y a quelqu'un qui va faire son dossier pour la nationalité. C'est un concours spécial. Du coup, elle a ses cours de français et elle est trop contente. Trop bien, j'avoue. C'est chic de votre part, c'est très sympa. En même temps, vous avez tout intérêt aussi à ce qu'elle soit aussi intégrée. Et qu'elle se sente bien. Parce que nous, la communication officielle chez Wiglot, elle est en français en plus. Tous nos points hebdo sont en français. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est quand même rare. Dans la Startup Nation, on est plus sur l'anglais partout. Et à l'écrit, c'est en anglais. Plein de nationalités différentes. Oui, à l'écrit, toute notre communication est en anglais la plupart. Mais à l'oral, on parle en français. D'accord.
Non, mais c'est intéressant parce que nous, on dit souvent, tu es obligé dès le départ, il faut que tout soit anglais parce que comme ça, tu vas scaler, machin, nanana. Et non, il y a un vrai ancrage. C'est intéressant, ok. J'aime bien les fondateurs, ils ont l'air d'être assez impressionnants. J'ai une dernière question. Bon, pas une dernière, mais j'ai une question sur la partie initiative. En fait, je me posais la question parce que j'ai reçu un invité en fait, qui a mis ça en place dans sa startup, dans sa boîte. Et comme vous êtes très innovant, mais c'est une mesure pas évidente non plus. Okay. Est-ce que vous avez été tenté par la transparence des salaires ? Alors là, on y travaille, justement. Enfin, on a déployé nos grilles. Donc, du coup, on n'est pas en transparence totale. D'accord. C'est qu'en gros, tout le monde connaît son niveau. Tout le monde, tout le monde connaît le niveau. Toutes les grilles de niveau sont partagées à tout le monde. D'accord, ok. Donc après, les gens peuvent niveau, deviner. C'est quoi ? C'est parce que je suis senior, c'est ça ou... C'est ça, ou le niveau soit au contributeur individuel, soit en management. D'accord, ok. Ouais. Et donc, du coup, là, tout le monde peut un peu déduire le salaire de chacun. Je pense que quand tu n'es pas en transparence dès le départ, c'est difficile de le faire d'un coup. Donc, nous, on le fait de manière progressive. Est-ce qu'un jour, on sera en transparence totale ? On va voir. Parce que l'idée aussi, c'est... ça demande beaucoup de pédagogie. Quand tu es RH, tu baignes dans les salaires. Donc, et même moi, parfois, je peux être surprise d'un salaire pour tel type de poste. Donc, quand on l'est pas, quand on n'est pas... quand c'est pas démocratisé pour nous, tous les types de salaires par rapport aux autres équipes, c'est vrai que parfois... c'était... le fondateur de Figures, qui lui disait aussi que parfois il y avait des gens qui passaient leur temps sur le fichier pour se comparer. Il y a des gens qui après accordent tellement d'importance qu'ils n'arrivent plus à prendre de recul. Donc voilà, nous aujourd'hui, voilà, toutes les grilles de toutes les équipes sont diffusées. Et après, on verra si... D'accord. Mais vous avez déjà Figures, donc juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui permet aussi de benchmarker, un peu de voir donc les salaires dans chaque métier. Et donc aussi un outil si jamais on veut partager les salaires de chacun. Exactement. Donc voilà, donc nous, à voir si la prochaine étape, c'est... il faudrait demander aussi l'accord de... d'ailleurs, j'avais Émilie Balmy, donc RH chez Neoplans, qui, elle, m'avait dit, elle a carrément demandé à son équipe, est-ce que vous voulez savoir le salaire de tout le monde ? Et il y en a qui lui ont dit non. D'accord. Ça, et je pense que c'est peut-être l'approche qu'on prendra parce que je trouvais ça hyper intéressant aussi de savoir est-ce que vraiment c'est une nécessité, est-ce que vraiment tout le monde en a besoin. Après, maintenant, on a prévu aussi la directive européenne, donc maintenant nos fourchettes sont mises sur nos offres, mais voilà, sinon on n'est pas en totale transparence. D'accord, ok. Parce que j'ai une question. Vous avez besoin du consensus à chaque fois, du consensus total ? Vous avez besoin que tout le monde dise oui à chaque fois pour mettre en place une initiative ? On préfère. Donc si tu as 85%, tu vas pas y aller ? On n'y a pas encore été confronté, donc il faudrait qu'on voit après. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez communiste. J'irai pas jusque là. Non, mais tout le monde est plutôt en phase, quoi. Ouais, en fait, on essaie vraiment d'engager tout le monde. Après, je pense que les sujets qu'on a mis étaient moins sujets à avoir c'était moins clivant. Ouais. Là, pour les salaires, on verrait si c'est vraiment un jour quelque chose qu'on veut faire. Est-ce qu'on assume le pourcentage de personnes qui disent non parce qu'il y a aussi de la RGPD. C'est des données absolument. Non, c'est vrai. C'est aussi là où il faut t'as raison, arbitrer tout ça. T'as raison. La personne qui a témoigné, il me semble qu'ils avaient indiqué dans leur contrat de travail quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas mal d'initiatives. Bon, écoute, en tout cas, passionnant. Merci pour tous ces partages. Merci beaucoup. On va arriver juste aux petites questions de la fin. Donc, moi, je me posais une question. Si tu avais un peu une sorte de philosophie de vie, tu vois, une citation qui t'inspire au quotidien ou qui te motive. Moi, c'est une chanson que j'écoutais quand j'étais plus petite de Dépêche Mode qui disait « Try walking in my shoes ». Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est que je pense que si on n'essaie pas de se mettre à la place des personnes qui sont en face de nous et d'avoir cette empathie ou l'écoute nécessaire, je vois pas comment on peut bien faire notre métier de RH. Et moi, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cette reconversion pour faire un métier où on est à l'écoute des autres et on peut accompagner les personnes. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime. Ça se sent en tout cas, c'est top. Ensuite, quel a été le pire conseil qu'on ait pu te donner et le meilleur ? Le pire, ça a été drôle quand j'ai fait ma reconversion. Justement, on m'a dit, mais ne change pas, tu vas gâcher ta vie. Parce que justement, le métier d'office manager est moins bien rémunéré que quand on est en finance. Donc, j'ai vraiment eu ces retours-là. J'étais surprise qu'on me puisse me dire, tu vas gâcher ta vie. C'est quand même fort. Oui, absolument. Qui te dit ça, c'est tes parents ou c'est... Non, là, c'était dans mon ancienne dans l'entreprise où j'étais avant de changer. Ouais. Et c'était assez surprenant. Je ne m'attendais pas à un retour aussi tranché. Bon, je ne l'ai pas écouté, et voilà. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas à
assez, je trouve. Et en même temps, il faut beaucoup de courage, je pense. Mais à ce côté de je veux changer, du coup, je me donne les moyens et j'accepte peut-être de revenir un peu à la base, d'être un peu plus bas que ce que j'étais avant, pour pouvoir réussir ma vision, en fait, et mon rêve, quoi. Après, évidemment, j'ai eu plusieurs offres en dessous totalement de ce que je voulais. Donc, le but, l'idée quand on fait une reconversion, c'est pas non plus de perdre le sens. Voilà, c'est ça. C'était pas ce que j'ai fait, mais j'étais prête à gagner moins parce que je savais que je voulais changer. Donc, mais je trouve ça génial. Moi, j'ai embauché, je me souviens, ma start-up, j'avais pas du tout besoin d'une secrétaire. D'ailleurs, c'était même pas secrétaire, assistante. Enfin, je sais pas. Elle a juste réussi à très bien se vendre au départ. Je lui dis, mais écoute, je suis désolée, mais je pense pas avoir besoin de toi. Elle me dit, mais non, mais attends, t'inquiète pas. Et en fait, je pense que c'est un peu comme toi. Elle s'est rendue hyper indispensable. Et moi, j'ai pu voir tout ce qu'elle savait faire. En fait, c'est elle qui a construit son job. Et à la fin, elle est devenue product owner. Mais après, là, comme tu parles de cet exemple, il y a beaucoup d'office managers qui spécialisent aussi en RH. Oui, absolument. C'est que parfois, dans les startups, il n'y a pas de quoi occuper une RH. Et c'est aussi la possibilité d'ouvrir un poste et d'avoir un poste plus polyvalent. Et au fur et à mesure, après, on se spécialise parce que... Voilà, il y a bien quelqu'un qui doit s'occuper aussi des services généraux. Oui, mais je pense que c'est plus difficile de trouver une RH qui accepte, tu vois, de faire des tâches d'office manager que l'inverse. Oui, donc c'est sûr. ça qui est... C'est ça que c'est une belle opportunité. Je trouve que bravo à toi de l'avoir fait, vraiment de l'avoir saisi, d'avoir compris, je trouve. Merci beaucoup. Et donc là, maintenant, ensuite, le meilleur conseil là, ça va être mon fondateur Augustin Pro qui m'a toujours dit « Fais-toi confiance. Nous, on te fait confiance, donc vas-y, lance-toi, ose, propose des choses. » Et je pense que c'est grâce à son accompagnement et cette manière de faire que ça m'a aidé justement à me dire « Allez, j'y vais, je propose. » Et en plus, ils ont une manière de, si jamais c'est pas la bonne idée, de le faire savoir où moi je l'ai jamais pris personnellement. Je me suis jamais dit là j'ai pas proposé la bonne chose, je suis nulle ou je vaux rien. Je me suis toujours dit c'était pas la bonne au bon moment, parce que parfois il y a des propositions qui marchent des années plus tard. Absolument. Voilà, mais donc du coup se faire confiance, ça c'est hyper important. Je pense que pendant un moment quand j'étais seule sur mon poste avant que Marie arrive, c'est vrai que je me rendais pas compte de tout ce que j'avais pu apporter à la société. Et avec le recul, je me dis, si Weglot en est là aujourd'hui, j'ai ma petite part de contribution. Et ça vient avec la confiance, je pense. C'est super. Et je suis assez d'accord sur le côté, quand il y a un truc qui marche pas, en fait, la réaction en face, elle va être déterminante. Oui. Du coup, pour la suite, c'est ça. Est-ce que tu auras plus envie de reproposer des choses si on te défonce Voilà. Et en plus, parfois on est à côté de la plaque et ça arrive. Ouais, mais voilà, en fait, ça fait partie du process. On peut pas toujours... si, peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent, mais si on vise pas au bon moment, au bon endroit, c'est pas une fin en soi. Ouais, non, mais c'est une belle façon d'encourager l'audace, je trouve, en fait. Et c'est toujours pareil, on revient sur la confiance et la bienveillance. La dernière question, ça y est. Est-ce que tu as une personne que tu connais, que tu admires, que je devrais inviter à ce podcast ? Moi, j'avais vraiment pensé à Maud Grenier, justement, du Temple RH. C'est celle qui organise notamment le festival RH. C'est une ancienne DRH qui maintenant propose de la formation. Moi, d'ailleurs, j'ai suivi un de ses bootcamps justement pour prendre la parole sur LinkedIn. C'est sûrement grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Parce que ça a marché, quoi. Voilà. Moi, avant ce bootcamp, il m'a vraiment boosté justement pour me lancer et prendre confiance. On en revient toujours au même point. Vraiment, Maud, elle a su avoir un accompagnement dédié. Moi, j'étais pas prête à parler en mon nom. J'ai pris la parole pour parler de la semaine de 4 jours parce que je pensais que c'était important de le mettre en lumière, ce rythme de travail, parce que pour moi, comme je le redis, c'est le futur du travail. Et du coup, voilà, elle fait plein de choses et elle dynamise le monde des RH. Là, ce festival RH, de pouvoir se retrouver à côté d'un food truck, dormir dans un tipi. Bon, là, ça, c'était la première édition cette année, ils ne l'ont pas refait. Mais je trouve que ça nous permet d'échanger, de collaborer, de faire de la veille, du réseau dans un autre contexte plus détendu, et c'est génial. Ok, très bien. Écoute, je vais la contacter de ta part. Merci beaucoup et merci en tout cas pour tous ces partages. Bravo. Et moi, j'ai hâte, on ne sait jamais, t'as interviewé dans 2 ans, tu vas me raconter des trucs encore, plein d'autres initiatives, et on souhaite beaucoup de succès aussi à Weglot, et bravo et un merci. Mais merci beaucoup Faustine, mais oui, pour conclure, yes, I care. C'est vrai. Merci. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.